Bienvenue dans la troisième vidéo de la série Analyse exploratoire des données. Dans cette partie, je vous montre comment apprendre les bases de la data science avec la bonne méthodologie. Je vous montre comment explorer, traiter et comprendre vos données, ensuite effectuer des analyses cohérentes pour aboutir à des résultats pertinents qui vous aident à prendre les bonnes décisions. Je vous propose une introduction complète de cette magnifique bibliothèque Pandas que vous connaissez sans doute si vous traitez des données. Nous allons nous familiariser avec les principaux outils que sont les séries, mais aussi et surtout les data frames, ainsi que les principales méthodes qui disposent d'un data frame permettant la manipulation et traitement des données de façon toujours plus simple, rapide et plus efficace. Nous allons voir aussi comment écrire nos propres algos par-dessus des fonctions qui sont disponibles de base dans Panda pour avoir quelque chose d'assez robuste. En regardant les statistiques de ma chaîne, je me suis rendu compte que près de 85% d'entre vous suivent régulièrement la chaîne sans y être abonnés. Faites-le si ce n'est pas encore le cas pour vous. C'est vraiment parce que vous mettez des pouces bleus à chacune des vidéos, vous vous abonnez à la chaîne, mais aussi et surtout grâce à vos commentaires et partage de vidéos que je pourrai continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. On importe la bibliothèque Pandas comme d'habitude avec Import Pandas as PD. Pour vérifier que tout est bien passé, il suffit d'écrire pandas version encore comme ceci. Et voilà ma version actuelle de Pandas. Ensuite, il va falloir importer les données que nous souhaitons manipuler. Il s'agit d'un fichier qui décrit les ventes d'un supermarché. Vous pouvez récupérer les datasets ainsi que les notebooks sur mon GitHub. Le lien est en description de cette vidéo. On peut voir à quoi ressemble notre dataset en écrivant df comme ceci. Alors par défaut, il y a quelques lignes qui sont affichées, puis il y a les pointillés, ensuite d'autres lignes sont affichées. Pour voir absolument tout de A à Z sans les pointillés, il faudra écrire au début de votre programme, créer une nouvelle cellule et ajouter la ligne suivante. Pandas set option display max rows. À la place des non, vous pouvez indiquer le nombre de lignes si vous voulez, puisqu'on les connaît déjà. Et là, si j'exécute à nouveau les deux cellules, on peut voir toutes nos données du début à la fin sans les pointillés. Vous pouvez éventuellement faire la même chose pour les colonnes si vous en avez beaucoup. Mais moi, je vais les commenter. Ensuite, on a la fonction head qui imprime les 5 premières lignes de notre dataset par défaut. Mais on peut lui passer comme paramètre le nombre de lignes que l'on souhaite afficher, par exemple 3 ou encore 1, etc. À l'inverse de la fonction précédente, df.tail permet d'afficher les 5 dernières lignes de notre dataset ou les n dernières lignes que l'on souhaite voir. Par exemple, les 2 dernières lignes ou encore les 12 dernières lignes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a df dtypes pour voir la liste des colonnes ainsi que leur type. Il faut noter qu'on a plusieurs types. Object pour les chaînes de caractères, c'est-à-dire pour les colonnes qualitatives. Float pour les réels, pour les nombres réels, ainsi que int pour les nombres entiers.
Ensuite, on a df.info qui fournit le même résultat que dtypes, mais avec un peu plus de détails, notamment le total des colonnes pour chaque type de valeur, ainsi que la quantité mémoire, la taille mémoire utilisée, etc. Si on veut voir seulement les colonnes sans plus de détails, il suffit d'écrire une boucle for pour les imprimer, comme ceci, call name, comme ceci. Pour identifier le nombre de lignes et celui des colonnes de notre dataset, il suffit d'écrire df.shape, comme ceci. On a df.shape 0 contient uniquement le nombre de lignes et df.shape 1 contient le nombre de colonnes. On a la fonction df.dtypes.valueCounts qui donne le total de colonnes par type, c'est-à-dire 9 colonnes qualitatives et 8 numériques, dont 7 réelles et 1 entier. Ensuite, select dtypes object comme ceci, récupère uniquement les colonnes dont les valeurs sont des chaînes de caractères. J'agrège par la fonction head pour vous montrer les 5 premières lignes. Et la fonction df select dtypes number comme ceci récupère toutes les colonnes numériques. Ces deux fonctions, vous allez vraiment avoir besoin d'utiliser, surtout si vous traitez de grands volumes de données, notamment si vous avez des dizaines, voire des centaines de colonnes. Et on a df unique, comme ceci, qui retourne la liste des valeurs. Il y a une erreur. Cette fonction retourne la liste des valeurs distinctes pour les colonnes numériques ou modalités distinctes pour les colonnes qualitatives. Mais il faut bien évidemment indiquer, l'erreur qu'on a ici, c'est qu'il faut indiquer la colonne sur laquelle il faut l'appliquer. J'affiche donc la liste des colonnes, df pardon, et je récupère une d'entre elles, unit price par exemple, et je colle ici. L'ensemble des colonnes, l'ensemble des valeurs distinctes pour cette colonne, unit price. Autre fonction assez similaire qui donne le nombre de valeurs distinctes pour les colonnes numériques ou bien le nombre de modalités distinctes pour les colonnes qualitatives. Je vais donc copier cette ligne et la coller ici. Et cette fonction c'est n unique, comme ceci. Non pas unique, mais plutôt n unique. J'exécute la cellule et on a effectivement 943 valeurs distinctes pour cette colonne. Je récupère la liste des colonnes pour faire le même exemple à nouveau, mais sur une colonne qualitative. Je copie cette ligne et j'ai choisi une colonne qualitative. Par exemple, voilà, payment. Comme vous pouvez le voir, on a la liste des modalités distinctes. Je vais donc copier cette ligne pour appliquer la fonction nUnique sur la même colonne. Et là, comme vous pouvez le voir, le nombre de modalités, 3 pour cette colonne payment. Je vais copier cette ligne ensuite pour récupérer à nouveau la liste des colonnes.
Ensuite, vous montrez comment convertir un entier en réel et vice-versa. La colonne quantité par exemple. Mais d'abord, j'affiche les colonnes numériques. Point head. Ensuite, je vais copier la colonne quantité. df quantité as type. Vous voyez que les valeurs de cette colonne sont des entiers. On va les transformer en réel. Float. Toutes les valeurs de cette colonne sont converties maintenant en réel, comme vous pouvez le voir. Pour détecter l'ensemble des valeurs manquantes de notre dataset, on a la fonction isNA qu'on agrège par la fonction sum. Et là, vous voyez 0 partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeurs manquantes. Et pour afficher le total des valeurs manquantes, au cas où vous en avez, il suffit d'agréger cette fonction par une autre fonction sum. Et comme vous pouvez le voir, on n'a aucune valeur manquante. Si par contre vous avez des valeurs manquantes dans votre dataset, pour les traiter, sachez qu'il y a énormément de choses que vous devez savoir concernant ces valeurs. Si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo du début à la fin. Le lien est en description. La fonction describe nous affiche quelques statistiques basiques telles que la variance, telles que la moyenne, la variance, l'écart type et le quartile, ainsi que les min et max de chaque colonne de votre dataset. Maintenant, on pourrait se demander comment mettre les noms de variables en majuscules ou en minuscules, ou encore les premiers caractères de chaque variable en majuscules, etc. Pour répondre à cette question, on définit la fonction lowercase, comme ceci. df colonne égale, j'ouvre les crochets, col name, j'écris ma boucle à l'intérieur des crochets, col name, in df colonne. Alors la question c'est de mettre toutes les colonnes, les noms de variables en minuscules. La fonction a utilisé donc lower, comme ceci. Cette technique, elle a un nom. Elle s'appelle list comprehension. Alors, je n'ai pas trouvé une traduction acceptable de ce terme en français. Dites-moi dans les commentaires si vous n'avez aucune notion de ces list comprehension. Je ferai quelques exercices dans les prochaines parties de cette formation pour que ça soit clair pour tout le monde. Alors, j'affiche les 5 premières lignes. Ensuite, j'appelle la fonction lowercase df Alors, comme vous pouvez le voir, tous les noms des colonnes sont en minuscules. Alors qu'avant d'appeler la fonction lowercase, les noms étaient en majuscules. Tous les noms commencent en lettres capitales. Et ensuite, je viens copier ceci pour répondre à la question de mettre tous les noms des colonnes en majuscules. Ensuite, je modifie le code. Donc, je mets upper, j'exécute la cellule. J'appelle la fonction uppercase et ensuite df head. Et là, comme vous pouvez le voir, tout est en majuscule. Tous les noms des colonnes sont en majuscule. C'est très pratique, n'est-ce pas? Si vous êtes arrivé à ce niveau, c'est que vous êtes très motivé. Maintenant, on pourrait se demander comment mettre le contenu de tout notre dataset
en minuscule ou en majuscule, etc. Mettez la vidéo en pause. Essayez de réfléchir pour trouver une solution par vous-même. On définit la fonction lowercase content comme ceci. For call name, on parcourt l'ensemble des colonnes dont les valeurs sont des chaînes de caractères. Et ensuite, on le met en minuscule, df call name. Alors, la nouveauté, c'est qu'il faut ajouter une fonction str, qui est une abréviation de string, chaîne de caractères. Ensuite, lower. Et j'appelle la fonction lowercase content. J'exécute la cellule. Ensuite, j'appelle head, la fonction head. Et là, vous voyez que tout est en minuscule. Alors qu'avant d'appeler la fonction lowercase content, on voit que les valeurs étaient, chaque valeur était chaque premier caractère de chaque valeur était en lettres capitales, comme vous pouvez le voir. Pour répondre à la question suivante, je viens donc copier ce code et le coller ici. Ensuite, je remplace lower par upper et j'appelle la fonction, j'exécute la cellule et ensuite j'appelle la fonction. Et là, vous pouvez voir que tout est en majuscule. Maintenant, je vous donne un petit exercice à faire par vous-même et à partager avec la communauté la solution que vous avez trouvée en description de cette vidéo. La question à traiter, c'est comment mettre en majuscule le premier caractère de chaque colonne et tout le reste en minuscule. À présent, on peut se demander comment peut-on accéder à une sous-partie de mon dataset. Par exemple, eh bien, on peut accéder à n'importe quelle partie de notre dataset via les logs et e-log. Par exemple, log, on peut sélectionner entre les lignes 50, à partir des lignes 50 jusqu'à 60. Et à la place des virgules, c'est des points. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a sélectionné la ligne 50, à partir de la ligne 50 jusqu'à la ligne 60. Ensuite, on peut aussi cibler une colonne particulière. Par exemple, la colonne time. Je crois bien qu'on a écrit en majuscule, voilà. Et vous pouvez également ajouter plusieurs colonnes. Total, par exemple, voilà. Payment. Et avec e-log, i pour index, on peut aussi accéder à une partie des colonnes via leur position. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a utilisé à l'intérieur de ce tableau les noms des colonnes, mais cette fois-ci avec e-log, c'était avec log. Maintenant, c'est avec e-log, c'est les positions des colonnes qu'il faut préciser. Et voilà, on peut choisir n'importe quelle colonne. Comme vous venez de constater, manipuler des données avec le langage de programmation Python est un jeu d'enfant. Cependant, il reste énormément de choses à découvrir dans les prochaines parties de cette formation. N'oubliez pas de commenter la vidéo et la partager aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas la garder juste pour soi, car le partage, ça peut aider d'autres personnes qui en ont réellement besoin. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.